Je m'appelle Yann Kounen, je suis cinéaste. Voilà. Je fais donc des films, je raconte des histoires. J'essaie de développer d'autres façons aussi de raconter des histoires. On est tous reliés à des histoires de manière différente. Je dirais que moi, il y a eu un moment un petit peu particulier dans mon aventure. C'est ma rencontre avec les peuples indigènes et les Shipibo-Konibo. Ce qui a donné effectivement une direction qui a changé des choses profondément dans ma vie, à cette rencontre, qui est au départ artistique, puis c'était pour un film que je l'ai faite, mais qui m'ont modifié profondément. Et donc, je suis resté lié aux médecines traditionnelles indigènes et au Shipibo, donc maintenant ça fait 20 ans. Donc c'est toujours quelque chose qui est actif dans ma vie et qui a modifié mon regard. Alors la grande aventure, ça avait été de tourner Blueberry et d'autres mondes. Puis après, j'ai écrit des livres aussi sur le sujet. J'ai fait récemment une expérience de réalité virtuelle où je reproduis le monde des visions qui s'appelle Ayahuasca Cosmic Journey. Voilà, et donc c'est vrai que j'ai cette dimension un peu d'ayahuasca hero, c'est-à-dire de vraiment quelqu'un relié à cette médecine, qui est quelque chose qui suit son chemin, purement relié aux Indiens, mais en même temps, comme ça vous change le regard, hein, une autre culture, et qui ont des outils pour justement un petit peu déconditionner, on va dire. Et en même temps, ça me permet de me donner la liberté quand je suis cinéaste pour les films que je fais, pour les sujets, pour que le voyage à travers l'existence et la création soit quelque chose de libre, de joyeux, de diversifié, sans objectif autre que de créer des films différents, qui interpellent ou qui vont toucher certains sujets, qui vivre soit une aventure en faisant les films, mais pas de poursuivre d'autres choses. Il y a un moment, il y a toujours ce truc-là dans notre société, sur le succès, sur l'ambition. Et je crois que mes ambitions étaient pas mal réactualisées avec les indigènes. Donc aujourd'hui, j'ai l'ambition d'être heureux et je travaille à ça. Et en même temps, j'aime mon travail et la passion qu'est le cinéma. Voilà, mais après, pendant 10 ans, j'en ai pas fait, j'ai fait autre chose. Voilà, je navigue. Ah, ça, c'est plus des films un petit peu punk ou de révolte ou un panard, ou de provocation. Je crois qu'en fait, c'est difficile de. On a envie de pousser les limites. Je crois que notre société permet ça aux artistes, hein, parce que c'est voilà, de pousser les limites et qui a sans doute une colère sur ce que propose la société comme valeur. Et de cette colère naît l'envie de casser la politesse, hein, qui est un peu élevée chez nous au rang de vertu, que ça devrait être juste une attitude normale dans une société construite et non pas l'espèce de paravent que c'est la politesse. Parce que derrière, c'est beaucoup plus sombre. Donc de faire des films profondément impolis, c'est une manière de sortir sa colère et de la partager ou de provoquer, de dire voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de déconstruire ou de casser. C'est dans le monde des idées, hein, pas casser physiquement, mais d'aller dans des territoires et puis aussi dans des énergies un petit peu rebelles qu'il y a dans ces films-là, dans Film Boy et dans le Doberman, voilà. Et donc après, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a fait ça à l'échelle du Doberman, tu te demandes pourquoi tu cours en fait. Tu vois, c'est à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai eu une sorte de frontière. C'est-à-dire quand j'ai fait le Doberman, ensuite, moi j'ai fait ça comme un cartoon un peu effectivement mal élevé, mais c'est un cartoon. Et d'un coup, ça a été un peu un scandale. J'ai été traité de fasciste, alors que c'est plutôt anarchiste. Alors c'était pas compris. Et puis il y a une partie de moi qui voulait aller plus loin. Je disais, mais là, moi j'ai fait du Walt Disney, on peut aller beaucoup plus loin dans le sombre. Et j'ai vraiment vu un carrefour où j'allais m'engager peut-être à adapter, d'ailleurs ça a été j'ai failli le faire, les racines du mal de Dantec, donc ouais, quelque chose de beaucoup plus sombre. Et un moment bascule où je me suis dit, oui en fait je ne vais pas réagir à ce qu'on... Je vais pas être dans un... En fait tu comprends à un moment donné quand la réaction est forte, en fait c'est quand c'est fort vers toi que tu comprends que ça crée une action-réaction.
Et là, je me suis dit, non, il faut que je sorte de ce truc-là. Si je refais un film, puisque j'avais aussi une ambition bizarre à l'époque, c'était d'avoir envie de faire un film. C'est-à-dire, bon, après, il a pris la nature, mais l'envie proprement d'appartenir au cinéma, de faire du cinéma, ça m'avait tellement fait rêver plus jeune. Donc comme ça c'était passé, je me suis dit vers quoi je peux me retourner de sujets que j'ai dû laisser de côté en chemin en étant simplement dans un truc punk et qui m'intéressaient. Et j'ai fait ce travail-là. Et ça, petit à petit, m'a amené à aller vers, d'ailleurs, regarder vers d'autres cultures, d'autres propositions. Et j'ai fait l'inverse. Et après le Doberman, j'ai pas choisi cette voie-là. Comme quoi, une critique violente et beaucoup de violence quand il y en a dans le film, mais c'est du cinéma. Mais quand les gens vous la projettent directement en tant qu'individu, vous dites, j'ai pas envie de ça. Donc du coup, je suis allé à l'inverse et que je suis allé commencer à lire Thomas Merton, Les Perdus du désert, ou Prajananpad, Arnaud Desjardins, d'un coup découvrir la méditation. Et d'un coup rentrer dans quelque chose de complètement différent, me disant, tiens, l'expérience mystique, l'état de conscience modifié devrait être, je le découvre, je tâtonne, devrait être le sujet de mon prochain film. Oui, alors, ça, c'est la première porte. Après, ça m'a amené, c'est une aventure, mais ça m'a amené à faire Blueberry, à rencontrer les Indiens, etc. Ensuite, le cinéaste, il faut faire ce qu'on... comment dire ? Il y a des choses qui vous inspirent en fait. C'est-à-dire 99 francs, c'est pas... Moi j'avais fait de la publicité, c'est pas forcément ce que c'est arrivé vers moi. Et quand c'est arrivé vers moi, je me suis dit, il y a un vrai sujet, j'ai aimé, j'ai eu envie. Ça s'appelle la société 99 francs. Et donc, tu peux revenir autrement. C'est pas cassé là, c'est plus du démontage, c'est un pamphlet. Ça n'a pas l'acte de carboniser tout beaucoup plus primaire qu'Al Doberman, et Salvatore est très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup l'énergie de ce film, mais c'est plus construit. Donc là, pour moi, je suis plutôt parti voir dans d'autres cultures ce qu'ils proposaient, les propositions, j'ai fait des films autour, et après je suis revenu un peu de nouveau un peu défoncé chez moi, parce qu'il faut bien que quelqu'un s'y mette, et les cinéastes font partie, comme les écrivains, comme les artistes en général, à pouvoir le faire. Ce n'est pas les politiques qui peuvent le faire. Bon. Et donc, à un petit peu, à travers ce film, faire ça, et puis ça peut revenir, c'est le sujet, c'est plus le sujet. Donc, comment dire, le film porte, 99 ans, porte un regard critique sur la société, mais c'est tout à fait cohérent parce que pour moi, moi je pourrais faire ça, puis après j'ai fait le biopic de 2 artistes, et puis voilà. Donc après, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu fais un film, moi j'ai remarqué, on te propose de faire un film, en tout cas dans les films qu'on m'a proposés. Après j'ai des films que j'ai écrits que j'ai pas réussi à faire, etc. Mais les films qu'on m'a proposés, c'est très intuitif la décision. C'est pas quelque chose quand je vais faire un film où je me dis oui, c'est un beau sujet. Il m'est arrivé par exemple de lire des scénarios que je trouvais formidables en fait, mais le matin j'avais pas envie de les caster, ou j'avais pas, tu vois, il n'y avait pas l'envie, le déclic. Et paradoxalement, 99 francs, ça a été un scénario qui était à l'époque, par exemple, très compliqué. Enfin, il était très long, il y avait plein de trucs magnifiques à l'intérieur, mais quand je l'ai fermé, je ne savais pas quoi en faire. Et le lendemain, l'esprit s'était mis au travail. Il me proposait, voilà, je partais à un festival en train, et j'avais d'un coup des scènes, des idées, des solutions. Et après, j'ai lu le roman, du coup, et après, par exemple, j'ai vu que les scénaristes avaient magnifiquement travaillé parce que le roman est inadaptable. Si j'avais vu que le roman, j'aurais pas eu de piste, je pense, pour l'adapter, moi. Voilà, donc moi je me laisse beaucoup guider par l'intuition. L'intuition, et vérifier que l'inspiration est là. Après, parfois, il y a un sujet, je me dis pourquoi je vais faire ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, intuitivement, il y a le désir de creuser, de le faire. Donc je le fais, et je découvrirai pendant le film ce que je cherche en fait. En fait, c'est plutôt donc en Amazonie que moi j'ai trouvé les connexions, enfin que j'ai eu une rencontre très forte avec une famille et une ethnie et des plantes. Et que c'est eux que j'ai ramenés dans Blueberry. Donc c'est les Péruviens, c'est des Amazoniens qui sont dans Blueberry. J'avais même une scène qui expliquait pourquoi ces Indiens étaient partis, mais qui à la fin
sur des très gros films, il y a des choses qu'il faut abandonner en route parce que tu crois que ça éclaire, mais ça obscurcit en fait. Et voilà, mais donc les deux films sont complètement liés, c'est-à-dire que j'allais en Amazonie, après j'ai ramené cette Amazonie dans Blueberry, puis pendant que je préparais Blueberry, je retourne en Amazonie tourner d'autres mondes. Et puis le tournage, il y a eu en septembre, etc. Le tournage a pris plus de temps, donc du coup je suis reparti en Amazonie, j'ai tourné. Et donc en fait les films se sont faits en même temps. En fait. D'autres mondes étaient prêts avant Blueberry. Moi j'avais même envie qu'ils sortent avant parce qu'ils permettaient aux spectateurs d'avoir des clés sur Blueberry qui était plus une expérience sensorielle et d'autres mondes qui étaient plus une expérience humaine mais avec toute une flopée d'informations, enfin quelque chose il y a quelque chose qui est encodé dans Blueberry qui est décodé dans d'autres mondes. Oui, je pense qu'il y a eu un changement, en tout cas à l'époque où moi je suis allé, c'était en 1999. Et c'était le début de quelque chose. Il n'y avait pas encore un grand intérêt de l'Occident de manière plus large sur la connaissance même de ces médecines. Moi, c'est parce que j'ai enquêté pour mon film que j'ai creusé vraiment le sujet. Et je pense qu'à cette époque, certains guérisseurs, parce que c'est quand même assez... il y a une grande méfiance de l'Occident, tu t'en doutes. Il y a beaucoup d'appropriation, beaucoup de problèmes. Donc de commencer à ouvrir ce monde-là à des Occidentaux, c'est des décisions qui se font en groupe, mais qui commençaient à se faire. Ils disaient, bon, ben lui, je crois qu'il peut voir, il peut apprendre, il peut comprendre. C'est bien de le faire parce que c'est une bonne créature. Il a l'air bien. Mais bon, attention, c'est un occidental, donc il a tout son background, tous ses trucs, toute sa façon de procéder. Et on peut entamer. Et c'est je pense, en partie par cette notion de... Comment dire, de sentir qu'en fait, on est... voilà, c'est pas eux qui guident le bateau, hein, et le bateau va vers les rochers, donc il faut un petit peu commencer à faire remonter l'information au poste de commande. Idéalement, il faudrait prendre tous les présidents dans un G7 et amener 3-4 bons chamans, leur donner bien une bonne cruche. Ça serait pas mal. Et donc, voilà, donc je pense qu'il y a eu ce mouvement-là, qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup plus secret. Voilà, puis après, mais je crois que à un moment donné, tu es face au truc, même si on a fait tout ce qu'on a fait, si on leur montre pas un peu à ces blancs mecs que les arbres ont une conscience, que tu peux dialoguer avec la nature, que tu peux avoir des informations, qu'on peut t'aider, qu'il faut pas couper tout, qu'il faut pas tout raser, qu'il faut pas voir, voilà, qu'il faut juste, et le seul moyen qui pourrait, c'est pas en te le racontant, hein, s'ils te racontent au début leurs histoires, c'est ça devient, il y a les esprits qui te parlent et toi tu les regardes comme si tu les regardes avec un petit sourire en disant c'est génial, hein, ils vivent dans un petit monde comme ça, un peu naïf et tout. Puis après, si tu prends le jus, tu vas te rendre compte à ce moment-là, et douloureusement d'ailleurs, parce que c'est des choses fortes, tu vas te rendre compte que le monde marche comme notre société l'a décrit du point de vue de la science, mais qu'il y a d'autres dimensions de ce monde que nous connaissions, enfin avec lesquels nous étions reliés à une certaine époque, parce qu'on avait des druides, on avait des gens qui connaissaient les plantes, on avait des gens qui communiquaient, voilà, mais on l'est plus. Et ce network explique beaucoup de choses. C'est-à-dire, si tu perds cette connexion avec la nature, c'est quand même, on est un vaisseau, on est quand même une planète qui est lancée à pleine vitesse dans le vide du cosmos. En fait, c'est le soleil qui guide tout le monde tourne autour, et nous on est sur un de ces petits satellites, donc on est dans une aile des trucs, et on est en train de ruiner le bâtiment dans lequel on vogue dans le cosmos, et on est en train de faire genre une fête et de tout casser, quoi. Enfin, faire n'importe quoi. Et parce qu'on n'a juste pas conscience voilà, que tout est vivant, tout ce network est vivant. Donc les plantes provoquent ça, et je pense qu'ils se disent, va falloir un peu provoquer ce réveil. Alors, on n'a pas besoin forcément de plantes, il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés sans jamais avoir pris de plantes. On l'est naturellement, en fait. Mais notre culture est parfois une énorme chape, et la science, là, c'est parfois un peu une religion. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'assimile. En tant qu'individu, on est éduqué comme ça. Et c'est un outil merveilleux, la science, mais c'est pas un outil qui décrit la réalité, parce que la réalité qu'elle peut analyser est limitée. Et voilà, donc si tu perces un petit peu ce voile de réalité que tu vois
toi-même, par ton expérience, tu entres en contact avec la nature, dans le monde des plantes, avec les esprits de la nature, et quand tu te rends compte de ça, naturellement, en toi, va naître... voilà, tu vas changer. Et peut-être tu vas diffuser le message. Les plantes, elles ont ce truc formidable d'utiliser les animaux. Hein. Le bourdon, il va imiter la femelle pour que le mâle vienne récupérer, passe un bon moment, elle vienne récupérer le pollen. Ben, chez l'homme, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que il va faire en sorte qu'à travers de l'art, des livres, des choses, sa création, il va véhiculer des informations sur la nature. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui a peut-être un peu la tête dure, et il me fallait quelque chose d'aussi fort pour passer, je pense. Naturellement, on a tous les êtres humains ont toute cette connexion avec la nature. On sait quand on est bien d'un coup dans un endroit naturel, on sait que si on est enfermé là, puisqu'il y a une période où on est un peu enfermé, que le fait de voir la nature, de la mer, les arbres, la nature, juste, on a besoin de ça parce qu'on est relié à elle. Donc tout ce que vivent les Indiens, on l'a en nous, sauf qu'on ne l'a pas modélisé de la même manière, et sauf que notre culture ne nous apprend pas ça quand même, je trouve assez. Alors là, la chose c'était autre. Sur Chanel et Stravinsky, d'abord il y avait le sacre du printemps, qui est les esprits, la mort du printemps comme un être, et accepter la mort pour la renaissance. Il y avait cette pièce de Stravinsky, cet événement dans le monde de la musique quand tu fais, dans l'art en général, quand tu fais quelque chose de totalement nouveau, comme tu es carbonisé. Tu vois, donc il y avait déjà dans l'ADN du projet le sacre. Et ensuite, ce que je trouvais très intéressant, c'était justement dans la dimension artistique, la différence et l'espace dans lequel vivait chacun des personnages, à savoir pour Coco Chanel, cette femme d'aujourd'hui, hein, quasiment, parce que imagine en 1912 et 20, et avoir monté ta boîte, avoir inventé la publicité. Donc elle a réussi avec son inspiration, avec sa force, d'être une femme contemporaine un siècle plus tôt. Et lui, il avait une sorte de connexion directe à la musique des sphères, ce qu'on dirait, c'est une sorte d'inspiration vraiment qui vient de très haut. Mais par contre, il ne savait pas le transformer dans la matière. Donc il y avait une sorte pas d'échec, parce que Stravinsky reste aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, c'était compliqué. Donc cette alliance, cette histoire qui est née, c'est aussi vraiment, voilà. Et dans la relation aux femmes, une relation quand même qui était un petit peu d'un autre, de l'époque. Tu vois, donc c'était aussi, ça traitait du masculin, du féminin, de la différence, un en avance, un plus relié, comment cette reliance pouvait voilà, ce qu'il y avait. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé pendant la relation dans le film, c'est qu'elle crée le parfum. Le parfum qui va faire son succès, mais le parfum qui est quelque chose d'immatériel, qui n'est pas vraiment matériel, contrairement à la création d'habits, qui est entre deux mondes. Les guérisseurs utilisent les parfums, parce que c'est réel, mais c'est comme la fumée de tabac, c'est matériel et immatériel, c'est pas vraiment matériel. Donc c'est cette évanescence. Et je trouve aussi que ce qui était intéressant, c'était de travailler sur l'extension des êtres, des mondes qui sont à l'intérieur de nous, dont nous ne sommes que les portes en fait. C'est accepter de se dire que ce qu'on croit être soi, c'est une multitude de choses différentes. Et nous, on a cette capacité à organiser ça. Après, croire parfois que c'est nous qui avons une idée ou que c'est nous vraiment, ça éviterait bien le problème de comprendre un processus là, que montrent les indigènes qui est plus complexe. Mais ce que j'aimais moi dans le film, c'est que chaque être, qui porte des mondes, et même si c'est les siens, on va dire, eh bien, ces mondes, ils ont des extensions, tu vois, à travers leur art. Et j'aimais bien, dans le film, avoir l'extension musicale de Stravinsky dans la bande-son avec sa musique, parce que c'est lui.
et donc avoir des scènes sans lui mais avec sa musique. Et de la même manière, la maison de Coco Chanel était une extension d'elle parce qu'elle était plastique, toute la décoration, comment elle avait construite, et que même quand elle n'était pas là, il y avait ces extensions. Et donc c'est aussi montrer comment les mondes, voilà, c'est ne pas limiter ce qu'est une personne à juste ce qu'il est, et que c'est plus large. Une façon aussi de parler de ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, l'extension des êtres, leur inspiration. Bah, ça c'est très difficile parce que je peux pas dire, par exemple, je peux avoir tendance à dire j'ai une idée formidable, ce qui est vraiment, toi de l'avouer devant une caméra, j'ai une idée, attends, j'ai une idée géniale, voilà. Non, t'as pas d'idée géniale. La réalité, c'est qu'au moment où tu l'as l'idée, oui, tu as l'impression de l'avoir, mais en vérité, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, tu es positionné à un endroit et les idées elles flottent pour tout le monde. D'ailleurs, regarde à quel point les thématiques dans les films, dans les œuvres, dans la musique, les choses sortent en même temps. Je pense que tout flotte. Le monde invisible est autour de nous et l'artiste est plus perméable, ou alors il a la capacité, peut-être il n'en a même pas conscience, il va croire que c'est lui, mais c'est juste qu'il va capter un langage, il va capter des informations, il va capter un univers, on va lui murmurer à l'oreille et il va les trouver. C'est Lynch qui le disait très bien, tu pêches les idées elles sont là, et toi tu dois juste être disposé pour les recevoir. Et je dirais même qu'un des grands exercices que moi j'utilise, c'est effectivement d'un moment donné, le travail n'est pas d'avoir l'idée, le travail est d'être disponible à recevoir l'idée. Donc tu vas soit te promener dans la forêt, soit méditer, soit aller diéter une plante dans la forêt. Bon, là tu vas recevoir plein d'idées, mais après tu vas vouloir faire que des films sur ces idées-là, forcément sur les plantes, tu vois, ou sur leur monde, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est le travail du cinéaste, et je pense de l'être humain qui fait de la création, et c'est là où c'est intéressant, il est de travailler à être ouvert, de pouvoir travailler à éliminer le stress lié à la création, mais aussi à la responsabilité. Quand on parle de cinéma, c'est beaucoup d'argent, de monde. Tu vas faire un plan, tu as 200 personnes autour. Si d'un coup tu te dis, je le sens pas, tu vois, c'est pas juste, je le sens pas comme ça dans ton salon, face à ta toile. Même si là, le vertige est équivalent. Hein. Voilà, donc le travail, il est de trouver une façon d'être disponible, ouvert, et que s'il y a un problème, parce que moi je fais un métier qui est plus un travail d'artisan, tu vois, parce qu'il y a trop de contraintes matérielles pour te qualifier d'artiste. Il sort des œuvres artistiques magnifiques de l'architecture, hein, mais l'architecture c'est aussi c'est une forme d'artisanat, c'est-à-dire qu'il y a un commanditaire, tu vois, c'est pas l'artiste. Moi j'aime les arts déco, donc l'artiste c'est quelque chose de pur, où il n'y a pas dans la matière, il n'y a pas de... Personne ne va lui dire, bon, tu sais quoi, c'est bien ton tableau, mais tu devrais faire quand même plus gros plan, le personnage plus sympa, puis plus de bleu, moins de rouge. Le cinéma, c'est quand même ça. Tu dois discuter, tu vois, quand tu fais des trucs, oui, mais non, je crois que... Tu vois, ou alors sinon, écoute, c'est pas grave, au lieu d'utiliser de la peinture à l'huile, et les beaux tubes que je t'ai amenés, tu vas utiliser juste un crayon de papier en noir et blanc, et tu vas te faire ton petit croquis dans ton coin, tu vois. C'est quand même ça. Et donc, je dirais que le travail du réalisateur, ce truc-là m'a beaucoup aidé. Il commence quand il y a un problème. Sinon, tu travailles en groupe à avoir tout le monde, à mettre tout le monde dans les bonnes connexions, tu vois, que tout le monde puisse être bien pour pouvoir avoir une bonne inspiration, que ce soit chaque membre de l'équipe ou les acteurs. Et puis après, toi, quand il y a un problème, c'est là qu'il faut être bien, tranquille, pour se dire, alors voilà, j'attends maintenant. Maintenant, il va falloir que j'ai une idée là-dessus, mais c'est là où il y a un challenge. Et cette idée, elle va être un mélange de choses, mais si tu te mets dans une sorte de danse joyeuse, c'est-à-dire tu avais prévu une scène, c'était évident que au soleil, et d'un coup, il pleut des cordes et il n'y a pas de cover set. Comment tu vas changer la scène? Parce que la scène sera mieux. Forcément, parce que toi, tu fais aussi des archétypes. On a tous des langages et on a des clichés, des choses. Donc, quand tu écris ton scénario, tu te dis, bon, mais ça serait logique qu'elle soit... Dès que les mouvements de la matière, du monde, vont bouger pour t'empêcher de faire ce que tu dois faire, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Donc, en fait, c'est simplement une façon de penser et te dire... Alors, parfois, tu peux pas, hein. Parfois, tu dis, bon, écoute, on reviendra demain parce que tu peux pas, hein, je dis pas à chaque fois. Mais il y a quand même pas mal de choses de ce type-là que j'aime bien. Donc,
travailler à être disponible à l'inspiration parce qu'elle ne t'appartient. L'inspiration, c'est des choses immatérielles auxquelles tu vas te relier. Est un travail pour un créateur aussi importante que la technique. Moi, il y a toujours une chose, bon, c'est un lieu commun que je vais te dire, mais j'ai envie de le dire parce que je l'entends encore beaucoup. Je dis, ça va mal, la planète va mal. Tu vois, que la planète va mal et qu'on est en train de la détruire et tout. Non, non, détruis pas la planète. La planète, elle est tranquille. Il y aura des espèces qui vont c'est l'homme qui va disparaître. Et beaucoup d'espèces, mais pas la planète. La planète, elle a passé des périodes, après c'est des centaines de milliers d'années où c'est irrespirable. Tu vois, il y a eu quand même des tas de cycles, donc je ne suis pas inquiet pour la planète. Voilà, donc je suis positif pour la planète. Maintenant, pour l'homme, je sais pas. Tu te dis, est-ce que tu regardes des histoires des civilisations et tu vois que y a toujours un moment où on perd le sens, on perd pied, quoi. Et ça s'effondre. Sauf que nous, on a une civilisation globale. Donc l'effondrement, s'il a lieu, il me semblerait que c'est une question de temps, hein, et de comment. Et que c'est peut-être même bien par rapport aux autres espèces que ça s'effondre un peu, tu vois, qu'on ait un peu d'humilité, voilà, maintenant, j'aimerais pas que ça... Voilà, maintenant, tout ça, c'est des idées, et puis quand ça commence à se produire, parce qu'on sait depuis des années, on a tous les films, d'ailleurs, tous les signaux d'alarme sur les virus, et sur ce qui se passe, et puis quand ça arrive, d'un coup, tu te retrouves dans la réalité. Et en même temps, c'est pas très grave ce qui se passe. Ça arrive tous les siècles. Tous les débuts de siècle, il y a une pandémie. C'était la grippe espagnole, ça a été une autre. Chaque siècle. Tu vois, donc c'est aussi mais on est démunis et on se rue sur le papier toilette. Donc ça veut dire, je me dis, ouais, on est une drôle de civilisation qui vit hors d'une réalité de fragilité profonde. Et voilà, et là-dedans, il faut trouver des solutions. Donc, je ne sais pas si... Je crois qu'on est condamné à avoir de l'espoir, parce que sinon c'est mort, d'être positif. Alors, c'est peut-être pas très très long terme. Tu vois, de goûter le présent, de revenir sur le présent, et puis de travailler à être soi bien là-dedans. Tu vois, je crois que chacun travaille chacun fait le colibri, quoi, hein, le fameux colibri. C'est-à-dire chacun essaie de réduire son empreinte, essaie de faire des choses. Et moi, c'est vrai que ces dernières années, je me suis dit, bon, faut être cohérent, quoi. Donc, voilà, donc tu fais ce que tu peux, parce qu'après, tu ne peux pas épouser le problème général. Tu n'es pas décideur, tu n'es pas homme politique, tu n'es pas... Tu vois, tu peux pas, tu peux juste travailler. Chaque être humain peut travailler à son échelle pour faire ce qu'il y a à faire. Et peut-être que le monde tel qu'on le connaît, oui, va s'effondrer, mais un autre naîtra avec peut-être moins d'êtres humains. Ça sera un moment très difficile, mais que ça sera plus équilibré. C'est une très belle aventure, en fait, qui était au départ un projet que l'on avait développé avec Anne Paris. Et moi, ma compagne, et qu'on devait faire ensemble, et c'était un projet de série sur la communication avec les animaux, tu vois, avec les dauphins. Et il y a beaucoup d'études, beaucoup de choses, et Léna, qui a une relation très particulière avec les dauphins, était au centre de cette série. On allait rencontrer des tas de gens, et on allait voir le dauphin a pu soigner des gens. Et donc on voulait faire ça. Et puis on n'arrivait pas à faire cette série. Personne n'en voulait, en fait, vraiment... Et à un moment donné, Léna et on est devenus amis, nous. Par contre, on travaille ensemble. On a passé du temps avec elle, avec Jean-Marie, qu'elle a rencontré en cours. Ça s'est passé sur des années. Et à un moment donné, elle était enceinte. Elle s'est dit, il faut faire un film parce que moi, je vais aller nager dans toutes les mers pour que le bébé entende les sons des baleines, des cachalots, des dauphins. Et moi-même, ma première réaction était, nous, on a un projet. Ça, peut-être, il faut le faire avec quelqu'un d'autre. Puis après, on s'est rendu compte qu'on était les personnes idéales, puisqu'on était amis. Donc, on pouvait entrer dans l'intimité en toute confiance, ce qui est toujours difficile à gagner sur ce genre de film. Et là, il y a eu un mouvement très fort des
des producteurs tout de suite qui ont récupéré un petit peu de financement. Voilà, et Bellota Film, Inde Dominique, et on a pu partir. Mais ça s'est passé là d'un coup et c'était un autre film. Et donc on s'est partagé comme ça le tournage et on les a accompagnés jusqu'à la naissance à Hawaï. Et c'était très beau de faire ça. Alors là, c'était l'inverse de tout le cinéma que moi j'ai pu faire. Parce que voilà, t'es seul. Donc t'es seul un peu. T'es deux, tu fais tes backups, tu sais pas ce qui va se passer, tu avances, tu vois, tu tournes ce qui se produit. Et c'était une belle aventure. Oui, c'est-à-dire qu'on voit dans le... Oui, oui, tu le sens, et puis même toi, par rapport à l'animal, moi j'ai pas les connexions qu'a Léna par rapport à l'animal, j'ai que les miennes, mais elles ne sont pas développées de ce point de vue, mais toute personne qui nage avec des dauphins, avec cachalot, juste quand ils te regardent, ils te regardent, quoi. Voilà, c'est pas... Mais c'est juste une question de comment dire, je pense que si on n'avait pas de chat et que d'un coup on vous posait un chat ou un chien, tu découvrirais un univers phénoménal. C'est juste nous on est acclimatés, on sent bien qu'il y a une communication. Que les animaux sauvages, c'est encore autre chose. Et quand tu as des animaux qui ont une dimension comme le dauphin, tu vois, alors on dit ça en rigolant, mais si des extraterrestres venaient communiquer avec les intelligences de la planète, les consciences, les êtres les plus conscients de la planète, certains qui disent qu'ils n'iraient pas voir l'homme, ils iraient voir les dauphins, qui ont une glande pinéale très importante et que peut-être dans le niveau dans lequel ils seraient au niveau de la conscience serait beaucoup plus élevé que l'autre, sauf qu'ils n'ont pas de pouce préhenseur, ni de doigts, ni d'encéphale développé de cette manière-là. Donc ils ne changent pas la matière. Mais voilà, est-ce qu'ils vivent pas dans une perception de la nature, de la réalité plus profonde que la nôtre? Je crois que ça va... Je ne sais pas ce qu'il faut accélérer. Je dirais que la prise de conscience, elle se fait... C'est les jeunes générations. Voilà. Elle se fait. Et il faut changer notre façon de vivre. La vraie prise de conscience, c'est accepter de faire avec moins. D'avoir moins, de faire avec moins, pour donner de l'équilibre au monde. Parce qu'on est trop d'habitants sur la planète. Par rapport à l'écosystème qu'on a. Voilà, donc il faudrait que chacun fasse moins plutôt que tout le monde fasse plus. Et ça, c'est très très difficile à accepter, de revenir en arrière. Voilà, et puis de prendre vraiment conscience de la mise en danger pour nous de mettre en danger la nature. Il faut prendre conscience de ça. Je crois que ça, c'est pas encore conscient, parce qu'on n'est pas très évolué comme créature. Je pense, parce que si on était un peu évolué, qu'on aurait conscience de cet écosystème, parce qu'on nous le dit depuis les années 70, de manière assez claire scientifiquement, qu'on va dans le mur. Mais on n'arrive pas à en avoir conscience, on ne peut pas se projeter loin. C'est comme si on sait qu'il va pleuvoir dans 2 heures, et ben on ne va pas se mettre à l'abri tout de suite, tant qu'on ne voit pas la pluie arriver. Mais quand elle arrive, c'est trop tard. Et voilà, donc je pense qu'il faut que cette prise de conscience de la mise en danger qu'on fait par rapport au monde humain, au monde animal et végétal, et voilà, c'est accepter de réduire. Ça, c'est compliqué. Donc en fait, c'est un challenge. C'est là où il faut être créatif. Il faut trouver des façons de réduire ce monde sans que ça devienne triste. Tu vois, mais bon, il y a des périodes de l'histoire où les gens avaient moins et pouvaient être heureux. Tu vois. Et puis quand tu es chez les Indiens, il dit quelqu'un qui est en bonne santé, qui a un toit pour dormir, de l'amour, il a tout ce qu'il faut. Le reste, c'est vraiment du superflu. Regarde pour nous ce qui est superflu et pas superflu en tant qu'occidental. Et c'est ce modèle-là qu'on est en train de propager. Et tout ça fait une consommation énorme d'énergie. Donc je dirais, la meilleure façon, c'est de mettre tout le monde au yoga, pas forcément au plan, ça c'est un peu fort. Le yoga, tout le monde peut en faire, de la méditation, du yoga. Trouver un espace pour commencer à travailler soit intérieurement, de manière à se relier aux éléments, même si c'est par l'imaginaire, hein.
peut le dire comme ça. Mais si l'imaginaire est vrai, comme disent les Indiens, les rêves, ça a du sens, on te parle. Donc, tu te relies. Et déjà, tu vas te relier si tu fais le trajet. Et puis toi, comprendre comment tu fonctionnes pour fonctionner autrement, petit à petit. Donc, je pense que c'est un peu essentiel de changer d'un monde où on essaie d'accumuler, de paraître. Bon, je dis des lieux communs, mais juste de consacrer un minimum de temps déjà à une sorte de travail sur soi pour être centré, concentré, bien, travailler ses émotions. Je pense que la période actuelle nous a bien montré à quel point on est fragile. Hein. Je parle pour moi, mais, enfin, oui, clairement. Tu vois, c'est-à-dire tu te dis, bon, moi je suis quand même bien. D'un coup, quand tout commence à basculer, tu te dis, oula, là, il va falloir que je fasse de la méditation tous les jours, quand même. Or qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Il va falloir vraiment que je fasse attention parce que je sens que je suis affecté. Or, qui ne sait finalement, en réalité, pas passer tant que ça. Tu vois, je parle là alors oui, moins de travail, des projets qui tombent, d'un coup, tu peux plus sortir, ton futur disparaît. Mais enfin, on n'est pas au Moyen-Âge avec une plague ou une attaque de... Donc c'est voir à quel point, quand ton être n'est pas dans un danger immédiat et qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais que quand même, comme tu vis constamment dans des projections, dans des futurs, dans un certain mouvement, quand ce mouvement s'arrête, bah, c'est ce que tu es. En tout cas, ce mouvement, ces désirs, tes vacances, ces choix, tous tes projets, c'est pas toi dans le présent. C'est comme ça que tu vis. Si ça se bloque, se grippe, alors d'un coup, tu perds pied. Or qu'en fait, tu es une créature qui respire, qui peut écouter les oiseaux très facilement dans un confinement, qui peut... Voilà. Alors bien sûr, on a géré des trucs avec les loyers, l'argent, le travail, les problèmes, la fragilité d'autres personnes autour de nous, etc. etc. Mais j'ai trouvé, voilà, qu'on avait, avec pas grand-chose, quand même une sorte de fracture potentielle rapide, tu vois. Et moi, à un moment donné, tu dis, bon, bah, c'est la fin du monde, quoi. Tu dis, voilà. Et c'est peut-être la fin d'un monde, mais le gros problème, c'est si on ne fait pas le travail, si on n'accepte pas ça, si on ne tire pas de leçons, on va repartir. Ça a toujours été le cas, c'est humain, hein, on est comme ça. Donc quand les choses aussi, si on arrive à tordre un peu à mettre ce virus un peu de côté, on va dire, bon, ce qui n'est pas encore gagné, mais si on arrive à le mettre de côté et de reprendre notre vie, mais tout le monde voudra revivre la même chose, mais encore plus intensément, parce qu'il y a du temps à rattraper. Et c'est dans ce moment-là, que chacun de nous, ou en tout cas que moi, je me dis, bon, ben non, on va pas... Il faut aller à l'essentiel, il faut voir, il faut vraiment... il faut se poser, il faut qu'on devienne plus résilient en tant que société, mais en tant qu'individu aussi. Je trouvais que je manquais de résilience personnellement, tu vois, dans mes émotions, avec ce qui s'est passé, que je croyais avoir. Et je crois que c'est à l'image de la société, où on pense qu'on vit dans une société quand même solide, tu vois, et on se rend compte qu'un petit truc qui se met de travers, il bloque l'économie mondiale, un petit virus qui arrive, il enferme des populations entières chez elle, et voilà, et ça c'est pas grand-chose, hein, en fait. Donc devenir résilient en tant que société, c'est une obligation, en fait. À fonctionner autrement. Voilà, arrêter de penser à la croissance et autres comme ça. C'est décroissance, résilience, il faut trouver le fun dedans, ça c'est très important. Je pense... non, je n'ai pas d'exemple direct comme ça qui me vient, mais il y a plein de gens qui tentent ça. C'est d'ailleurs tout ce que tu fais. Si, un petit village à Castagnoles, dans les Cévennes, où on commence à faire de la permaculture, essayer de tisser. En fait, ce qui va être important, c'est de créer des liens proches géographiquement. Voilà, c'est-à-dire fabriquer, pas forcément, pas une communauté, mais remettre de nouveaux types de liens, d'être complémentaires et d'avoir des choses qui... parce que tout est relié, donc tu coupes le jus, il n'y a plus rien. Et donc il faut des petites... il faut qu'il y ait ça. Et il y a des villages, je vois ça dans des villages plutôt, où des gens qui se regroupent et qui commencent à se dire, bon, moi je vais cultiver ça, toi ça, et puis on va faire de la permaculture, et puis d'une certaine manière, puis penser à l'eau, la récupération de pluie. Et c'est vrai que c'est pas seul,
en se disant moi je vais me fabriquer un lieu, puis alors je vais faire tout ça, que qu'on s'en sortira, ça j'y crois pas. Je crois que c'est en tissant l'autre monde, c'est tissé autrement. Il y a l'espèce de société qui marche comme ça, et pendant qu'elle marche, il y a une autre une sous-couche qui est en train de dire bon, de toute façon, ça va dans le mur, ils vont essayer de naviguer pour qu'on se crache pas de face, mais il faut fabriquer les canaux, quoi, s'il n'y en a pas. Et en fait, c'est ça le truc. Et puis ça peut être quelque chose aussi qui est un modèle, en fait, de relation. J'ai vu des reportages, en tout cas j'ai vu des images sur des lieux où des gens qui rachetaient par exemple des lieux et puis qui se les partageaient et qui recréaient une autre forme voilà, de société basée sur l'échange, l'aide, l'échange, le partage. Et voilà, c'est des choses qui faisaient rigoler plein de gens à un moment, mais maintenant je pense que même les mêmes personnes, pas forcément rigoler, voilà, c'est un peu plus... l'argent n'est qu'une énergie, et voilà, et c'est pas un but en soi, c'est une énergie qui a été retournée dans tous les sens. Donc le système bancaire, tu dis bon, ça va cracher à un moment donné ou à un autre. Donc il faut trouver une façon de s'aider et de se relier aux humains, parce c'est par petites tribus, quoi. Voilà. Je crois plus aux petites tribus de gens qui se recréent et qui tissent ensemble quelque chose de plus résilient. Oui, j'ai passé de manière homéopathique des idées dans ce film, parce que ce qui m'intéressait de ce film, c'est le côté cinéaste. Là, on passe vraiment voilà, c'est de se dire, tiens, est-ce que je serais capable de faire ce genre de film? J'aimais bien voir le dimanche soir en famille, tu vois, ce tandem. Et qu'est-ce que je peux tisser là-dedans? Et ce que je peux tisser là-dedans, c'est la dimension sentimentale. J'avais envie Et c'est surtout, voilà, cette différence, ce lien. C'est-à-dire, tu es deux, l'autre est complètement différent de toi, c'est un boulet. Et puis en fait, tu vas voir que, ok, sur des tas de choses, il n'a pas ton efficacité, mais sur d'autres, il l'a. Et donc, ça tisse sur le... quand tu obliges deux personnages d'être ensemble, à un moment donné, il va se créer des liens et c'est deux mondes différents. Après, j'ai aussi mis des états modifiés de conscience. Mais comme c'est une comédie, je pouvais me permettre, par exemple, de les faire rêver. C'est toujours une façon de raconter les obsessions des personnages de manière plus créative dans le langage cinématographique. Voilà. Et ce que j'aimais dans ce projet, c'est que je crois que c'est la première fois que je fais un feel-good movie. Tout simple, sur la famille. Tu vois, c'est la famille, c'est la différence, c'est un peu le... Et voilà. Et ça me plaisait de me forcer, de dire... On va parler de l'univers, du cosmos, des trucs. Non, tu vas parler de... Voilà, du cousin. Il y a toujours dans la famille un farfelu. Tu vas parler de ce farfelu qui est peut-être toi dans ma famille, tu vois, du farfelu et de l'autre qui est plutôt dans la réussite. Voilà. Et là-dedans, l'ambition était qu'on les trouve touchants, ces cousins, et qu'on voit cette réunion. Donc ça parle du lien familial. Voilà, c'est ça qui m'a plu dans ce film. Mais c'est vrai que certains jours, c'était un peu vertigineux pour moi, parce que c'est pas mon monde, tu vois. Mais je trouve très intéressant d'aller comme une autre culture, tu vois. C'est comme si j'allais, tu vois, presque faire un film en Inde, quoi. Alors, j'ai beaucoup aimé faire de la réalité virtuelle, vraiment. Je pense que c'est voilà. Et donc, j'ai des projets, j'ai d'autres projets en réalité virtuelle. Ça prend beaucoup de temps, la VR, la technologie évolue très vite. J'ai une bande dessinée qui va sortir, le premier tome en tout cas, qui s'appelle La Tour. C'est très intéressant, l'idée nous est venue il y a 10 ans. C'est un virus qui ravage l'humanité, mais il y a des gens, ça se passe dans un futur proche, il y a une tour fleuron de l'Europe, de la technologie, qui est totalement résiliente et fermée pour démontrer cette technologie, cette ambition des gouvernements européens de créer technologiquement ça. Et tous les gens qui sont à l'intérieur sont enfermés, c'est les seuls survivants. Et l'histoire commence 80 ans plus tard, dans un Bruxelles qui est devenu sauvage, avec des allées, tu vois, et de comment la vie se recrée résiliente dans un espace où il n'y a que 2000 personnes, et 80 ans plus tard, la nouvelle génération, etc. Donc c'était plutôt... voilà, on l'a écrit il y a 10 ans au départ, on pensait avec Omar Ladram, le scénariste, que ça serait plutôt une série, donc elle a un peu cet ADN.
Et puis, en fait, on s'est dit que la belle manière de faire exister cette histoire, c'était en bande dessinée. Et là, voilà, le 9 juin, il y a la BD qui sort. Donc ça, c'est intéressant, de trouver des façons. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des histoires et trouver des façons de les faire vivre. Donc, il y en a, ça va être la VR, l'autre, la bande dessinée. Du coup, en bande dessinée, je trouve que c'est un monde que j'aime beaucoup. Moi, je voulais être dessinateur de BD quand j'étais plus jeune. J'ai fait les arts décoratifs pour ça. Voilà, et puis après je travaille sur des projets de films, entre des choses que je reçois, mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé la chose que j'aimerais faire, et donc j'écris aussi. Et il y a un projet qui avance, qui est en développement, qui est un projet de film d'animation, de science-fiction, avec une vraie dimension qui ressemble un peu à notre discussion sur l'écologie, sur l'équilibre, voilà, qui se passe dans un futur très lointain de la Terre. Et qui est un film d'animation, et ça, c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais le faire. C'est un très joli projet, donc vraiment au jour le jour depuis 6 mois, c'est vraiment ce sur quoi je travaille. En fait, avec Ayahuasca Cosmic Journée, je ne fais que continuer la première chose qui s'est produite dans les expériences très fortes que j'ai fait avec en 99, qui sont vraiment pour moi une sorte de point de bascule. C'est-à-dire tu rentres dans un autre monde et donc tu as la partie toi qui remodélise le monde, qui est perdu, tu vois, qui d'un coup, t'imagines, tu es issu d'une culture, on te dit la réalité c'est ça, puis tu as une autre qui te montre ça et tu peux même pas la questionner. Tu vois, t'as pas le loisir de te dire ouais, c'est sans doute une vision avec mon imaginaire. Tu peux pas. Ce que tu vois, tu peux pas le questionner. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 20 ans, je le questionne pas. Tu vois, j'ai continué à aller diéter avec les Indiens, de prendre des plantes. Tout ça, je ne le dirais pas de la même manière qu'il y a 20 ans, mais la cohérence est la même. Donc ça, c'est pour moi un peu une attitude scientifique. Tu reproduis une expérience. Et donc, d'un autre côté, les indigènes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne maîtrisent pas forcément la perspective, le mouvement, ils n'ont pas d'ordinateur, etc. Par contre, ils font de l'artisanat. Tu vois, comme les bracelets, c'est certaines plantes, etc., les peintures et les formes des motifs des visions. Et moi, très vite, quand j'ai vu les visions, je me suis dit, mais moi, je maîtrise le langage qui me permettrait de les faire. Et même, il y a une dimension de toi qui dit, mais voilà, moi, mon travail, c'est de faire ça. C'est mon savoir-faire. Tu vois, je serais purement un peintre. Je pense que et il y en a plein. Tu vois, tu vas faire de la peinture, tu seras un musicien, tu feras de la musique, tu seras un écrivain. Voilà, donc moi, je suis un cinéaste. Donc de mettre en mouvement le ballet des visions qui a un langage propre, qui a un rythme propre, c'était vraiment le challenge de Blueberry. En tout cas, moi, le challenge de ramener ça, de le partager. Parce que c'est pas forcément facile d'accéder à certains types de visions, parce qu'il faut diéter longtemps, s'isoler. Tu vois, il y a beaucoup d'efforts à faire, donc de le partager. Et puis, une fois que c'est fait, tu passes à autre chose. J'ai fait des livres, j'ai plus parlé d'autres choses, etc. concerne toujours l'Amazonie. Puis après, je fais mes films. Puis un jour, on te met un casque de VR. On m'a proposé un film en fait en VR qui s'appelle Seven Lives. Je suis très content de ce film, tourné avec des acteurs. Et d'ailleurs, ce sont des visites de mémoire. Tu te retrouves dans un monde entre les vivants et les morts et tu visites des mémoires. Mais donc, quand j'ai préparé ce film qu'on m'a proposé, moi j'étais curieux de la réalité virtuelle, on m'a fait voir plein d'expériences. Donc on m'a mis un casque de VR sur la tête, d'un modèle un peu avancé, tu vois, pour voir des œuvres un peu, pas forcément grand public. Et quand j'ai vu le potentiel de ça, la première chose que je me suis dit, mais c'est ça. Ça, je pourrais me rapprocher un peu plus de la sensation des visions. Parce que quand tu as les visions avec les plantes, c'est pas, tu as des visions comme au cinéma sur un mur, tu es traversé par les visions, tu as un vertige absolu, tu es la vision. La vision, c'est toi projeté à l'extérieur, la vision, c'est toi flottant dans un monde où tu ne peux pas l'échapper, tu as les yeux fermés, hein, donc tu peux, si c'est très très fort, si tu les ouvres, tu les as encore. Donc à un moment, tu ne peux pas échapper à l'expérience, tu dois la traverser. Et cette dimension de visionnaire, je me suis dit, voilà, il faut le relief, la précision. Et donc, dès que j'ai commencé à travailler sur Seven Lives, j'ai cherché à faire ayahuasca parce que je me suis dit, ça c'est le médium, c'est pas le cinéma pour faire les visions, pour
Je suis content, le film a eu des prix en best documentaire, tu vois, que c'est purement de l'image des créations. Mais c'est ça, pour documenter de l'expérience forte de la prise de plante, de quelle peut être la sensation de l'immersion sensorielle que tu as dans ce dialogue avec les plantes, et de comment ça se produit, et quel type de vertige ou d'impression tu peux avoir. Et c'est difficile parce qu'on ne peut pas imaginer ça. Tu vois, tu as beau dire à Jean, ouais, mais c'est comme si tu étais là, c'est comme la réalité, ou c'est comme un film et projeté partout. Bon, ça reste un film. Quand tu mets un casque de VR, tu y es, tu vois, tu es dedans. Donc, c'était important pour moi que la prochaine œuvre que je fasse, enfin, ça valait le coup, du coup, de se dire, bon, ben, on va recommencer, on va en faire une, ça va nous prendre 2 ans. Il va falloir en plus créer des outils parce qu'ils n'existent pas encore. Enfin, toutes les choses que d'habitude j'essaie de laisser aux autres. Et on l'a fait. Peut-être que demain il existera quelque chose encore mieux que la VR pour en faire, pour produire des visions, parce que c'est pas encore aussi bien défini que les visions. Mais voilà pourquoi je l'ai fait. Mais du coup, en faisant une, deux, et puis une troisième expérience avec un musicien avec Molécule que j'ai fait moins 22/7, avec ces 3 expériences, j'ai eu envie non pas de raconter des histoires en VR, mais de me dire qu'il y a certains univers ou idées ou expériences et c'est mieux de travailler sur un projet d'une expérience VR plutôt que sur une histoire, d'insérer à l'intérieur une histoire. Moi, c'est vrai que je travaille d'une certaine manière, j'ai l'impression que voilà, que parfois on a envie de raconter une histoire, mais parfois on a juste envie de donner des sensations. La VR te permet d'aller directement à te dire un travail plus artiste. La VR, c'est pas seulement pour les cinéastes, c'est ça aussi ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le cinéaste, il n'a pas plus de possibilités, de savoir-faire que le metteur en scène de théâtre, le créateur de jeux et l'artiste contemporain qui fait des installations dans les musées. Tu vois, donc ça veut dire que du coup, beaucoup d'autres gens peuvent s'y intéresser et je pense que ça va être un truc majeur dans une dizaine d'années. Mais bon, comme a été le web au début, tu vois, au début le web, tu te dis, c'est énorme, ça va être énorme. Bon voilà, maintenant nos vies sont liées. Je ne dis pas que ce sera forcément pour l'art la VR. Mais donc ça, c'est encore la bonne période pour expérimenter artistiquement des choses qui sont plus proches des expériences de conscience. Qu'on réveille un peu notre part sauvage, notre intuition, notre part indigène, en fait. Voilà. Voilà, mais ça, c'est très compliqué dans les moments de crise d'un coup aller faire ce chemin-là, mais mon utopie, bah, ça serait qu'on... enfin, je sais pas. Parce que l'utopie, c'est ce qui se produirait pas, quoi. Hein, c'est ça. La définition de l'utopie, c'est un rêve destiné à dériver, quoi. Un monde réaliste, un monde plus équilibré. Mais c'est ce que je vais te dire, c'est... Je dis une sorte d'évidence. Il y a plus d'équilibre entre les gens, il y a plus ces bascules avec du n'importe quoi sur les... Tu vois, c'est médiéval, hein. On parle du Moyen-Âge avec le prince et le peuple, les vassaux qui meurent, mais voilà. Mais j'ai l'impression que notre monde est tout aussi médiéval au fond. Alors, et qui est un peu plus de partage, qui a un peu plus de conscience, qui a un peu plus de... Voilà, de lien avec la nature. Un truc normal, quoi, en fait. On devrait être humain dans son milieu. Le bonheur, c'est d'être dans la joie, c'est de regarder la beauté du monde, c'est de se contenter de ce qu'on a et d'être... voilà, c'est un truc très paisible, c'est un espace entre deux pensées comme un sentiment qui traverse le corps. Et on se dit, ouais, on regarde la beauté du monde, on se dissout dans ce qu'on regarde. C'est plus soi, on n'est plus en train de faire quelque chose, on n'est pas en train de faire quelque chose, on est juste en train simplement d'offrir, tu vois, et tu regardes des arbres et tu te dis, ben, juste à travers mes yeux, c'est les arbres qui se regardent et tu t'évanouis. Là, il y a quelque chose, tu vois, voilà, tu deviens un organisme qui respire doucement. Là où l'univers pointera du doigt, quoi, tu vois, voilà, il y aura la nature, voilà, il y aura la nature, mais paf, voilà. Regarde. Observe. Alors, les 2 livres peut-être les plus importants seraient Dune de Frank Herbert, que j'ai lu tous les ans entre 14 et 20 ans.
Et puis Castaneda, que j'ai lu avant de rencontrer les Indiens. Je me suis envoyé chez les Indiens, mais je pense qu'Herbert m'a sensibilisé avec son histoire d'épices voilà, aux plantes, à la nature qui parle à travers les plantes. Quand j'étais jeune, les pays qui me faisaient rêver, peut-être les Highlands, donc l'Écosse, l'Australie et la jungle, l'Amazonie, l'Amérique du Sud. La première mesure que je prendrais, c'est de de dédier un bon fonds de recherche sur l'étude des médecines alternatives par les plantes psychédéliques. Je décréterai qu'il faut de la méditation, du yoga dans les écoles. J'enverrai les élites du futur de la nation aller ou en Inde ou au Pérou, aller faire des sadhanas, aller travailler sur eux pour qu'ils soient bien centrés, pour qu'ils se connaissent, voilà, pour qu'ils arrêtent de parler du monde comme ça qu'ils ne connaissent pas, voilà. Et voilà ce que je ferai au début. À une grande mesure, un truc choc, c'est-à-dire de nationaliser certains actifs et de redistribuer tous les trucs toxiques, de les démembrer et de partager, et d'obliger, puis voilà, permaculture, les villes, on dégage encore plus les voitures, ce serait pire qu'Hidalgo. Voilà, et de manière à ce que tout le monde ait des vraies aides pour pouvoir avoir des skates électriques, des roues électriques fun, mais tu vois, qui sont à la fois des choses qui ont moins d'énergie que les bagnoles. Et puis voilà, obliger les gens à mettre à la permaculture, faire d'énormes réductions d'impôts pour les gens qui font des grosses permacultures en appartements, sur les toits, sur les façades d'immeubles et tout. Parce que comme les plantes aiment beaucoup le CO2, il faut les planter dans la ville. Quand j'étais enfant, j'ai jamais compris pourquoi les arbres survivaient. Je me disais, ils n'ont pas de terre, ils n'ont rien, mais en fait, ils survivent pas mal avec les gaz qu'on balance. Donc voilà, les sortes de trucs d'urgence, ça serait un peu ça, quoi. La viande, il y a peut-être une vingtaine d'années, mais c'est pas absolu. Voilà. Je peux m'arriver de manger de la viande une fois par an. Voilà. Mais j'aimerais bien arrêter le fromage aussi. Il se trouve que pendant quelques mois, j'ai arrêté le fromage. C'est pas mal d'arrêter le fromage. Mais quand même, j'ai un peu repris le fromage. Ouais, sinon, je suis végétarien. J'ai été vegan quelques mois. Prendre des douches froides. Non, ce truc où je suis resté le lendemain, un matin, avec les Indiens un peu perdus. Et puis d'avoir cette petite leçon sur ce que c'est que d'être un homme et d'être heureux. Il dit, tranquille, tu es heureux. Pour être heureux, il faut un toit, de quoi manger, de l'amour. Le reste, il n'y a pas besoin. Là, tu peux trouver ton bonheur, si tu es équilibré. Et dans le contexte, ça m'a beaucoup marqué, je pense que c'est vrai. Et puis l'autre chose, dans l'anecdote, je me rappelle, c'était encore avec un guérisseur, où j'étais dans un motocarro en Amazonie, et puis après une nuit très très forte, et je lui dis, mais tout ça c'est fou, quoi. On est fou, quoi. Tout ça c'est une folie, quoi. La nature de la réalité, c'est une folie. Il me dit, oui, on est des fous, mais des fous conscients. 5 ou 10 mots reliés à la nature. Introspection, résilience, décroissance et joie, amour, douceur, concentration, tempérance. Ça va faire 10.